Bien, mesdames, messieurs, bonjour. Se tenait aujourd'hui un Conseil des ministres suivi d'un séminaire gouvernemental. Et avant de revenir brièvement sur le Conseil des ministres, je voulais partager avec vous les principaux éléments de ce séminaire gouvernemental. Et vous aurez noté que ma collègue Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publique, m'accompagne aujourd'hui pour vous présenter le baromètre des résultats, présentation qu'elle vous fera dans quelques instants. Ce séminaire a été l'occasion d'échanges importants sur les défis de cette nouvelle année. Je pense évidemment à la crise sanitaire, bien sûr, et plus largement aux réformes qui se poursuivent pour transformer notre pays, pour réaliser la promesse faite aux Français en 2017 de libérer les énergies, le travail, de les protéger et de leur permettre de choisir leur destin. 2021 sera en cela une année charnière, une année d'exigence, une année de volontarisme. 2021 sera évidemment l'année d'une lutte absolue contre l'épidémie, contre le virus et pour la protection des Français. Une année où nous disposons enfin d'une arme nouvelle essentielle, le vaccin. Hier, près de 200 000 Français avaient été vaccinés. Leur nombre croît chaque jour et notre campagne s'accélère avec la vaccination des plus de 75 ans qui débutera dès lundi. Évidemment, le vaccin ne fera pas disparaître le virus comme par magie. L'exemple de certains pays qui ont débuté leur campagne vaccinale plus tôt ou plus largement, mais qui doivent prendre des restrictions très sévères en ce moment, nous le démontre malheureusement. La situation épidémique en France reste évidemment sous surveillance quotidienne, permanente, qu'il s'agisse du nombre de cas ou de la circulation des différents variants. Le mot d'ordre du président de la République et du Premier ministre a été clair. La transformation du pays se poursuit. Le chemin des réformes, c'est évidemment la voie du redressement de notre pays et de l'émancipation de nos concitoyens. Le mot d'ordre est clair. Il est le même depuis 2017. Depuis 2017, cette ambition réformatrice ne nous a jamais quittés. Cette ambition s'est traduite en actes. En 3 ans et demi, nous avons déjà beaucoup agi. Nous avons choisi de combattre les inégalités, de donner à chacun les moyens de maîtriser son destin par le travail, de mieux se soigner. Nous avons choisi d'attaquer les inégalités à la racine en dédoublant les classes de CP et de CE1 dans le réseau d'éducation prioritaire. 320 000 enfants voient ainsi leurs chances accrues chaque année. Nous avons affirmé que la santé ne pouvait être un luxe avec la prise en charge à 100% des lunettes, des prothèses auditives et dentaires. Nous avons investi près de 20 milliards d'euros pour nos hôpitaux, nos EHPAD, nos soignants dans le cadre du Ségur de la santé. Et ce sont aujourd'hui des dizaines de milliers de soignants qui ont vu leurs revenus augmenter, des millions même, de près de 200 euros nets par mois. Nous avons porté une attention particulière à la petite enfance et à l'égalité dans le couple en doublant le congé paternité et en le portant à 1 mois et en permettant aux caisses d'allocation familiale de prélever directement la pension due sur le compte du conjoint séparé qui ne s'en acquitte pas. Attentifs aux plus fragiles, nous avons augmenté de 100 euros par mois l'allocation adulte handicapé, comme le minimum vieillesse pour les personnes seules. Dans le même temps, nous avons œuvré pour que le travail paye toujours plus. Ainsi, une personne seule rémunérée au SMIC a vu son revenu croître de plus de 170 euros net par mois, notamment grâce à l'extension de la prime d'activité. Nous en parlions il y a quelques semaines ici même. Plus qu'aucun gouvernement ne l'avait fait depuis de nombreuses années, nous avons baissé les impôts des Français, notamment en supprimant la taxe d'habitation pour 8 foyers sur 10. Nous avons également réduit les impôts de production et les impôts des sociétés pour lever les freins qui pesaient sur notre économie et sur notre compétitivité. Nous avons levé les freins à l'emploi en réformant le Code du travail et en incitant fortement à l'embauche en cette rentrée, notamment des jeunes. Vous le savez, une aide de 4 000 euros pour les entreprises qui recrutent un jeune de moins de 26 ans et une prime jusqu'à 8 000 euros pour un apprenti. Et nous en parlions là aussi la semaine dernière, des résultats tout à fait historiques en la matière. Nous avons agi pour protéger la planète en fermant les centrales à charbon, en interdisant les plastiques à usage unique, en lançant un plan de rénovation énergétique sans précédent de nos bâtiments. Et le plan de relance, vous le savez, consacrera 30 milliards d'euros à la transition écologique. Nous avons défendu la République. Nous recrutons 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires, là où, dans des précédents quinquennats, l'objectif était plutôt d'en supprimer. Nous avons réorganisé nos services de renseignement et nous avons mené de front le combat contre la radicalisation et le séparatisme islamiste. Permettre à chacun de choisir son avenir en mettant fin aux inégalités de destin, libérer les énergies pour briser les carcans qui freinaient l'économie et l'emploi, protéger les Français en renforçant leur sécurité et en défendant les principes républicains, répondre à l'urgence climatique par des moyens et des actions
concrets plus que par des slogans. Ce sont certains des fondements de notre action et ils le resteront plus que jamais pour les mois à venir. C'était bien évidemment l'objet de ce séminaire. Je le répète encore, le mot d'ordre est clair, la transformation du pays continue. La crise sanitaire, loin d'avoir freiné cet élan, a permis d'accélérer considérablement plusieurs chantiers majeurs. Elle a par exemple permis d'engager plus vite et plus fort la numérisation de notre économie, de nos commerces. Elle a engagé des réflexions sur nos modes de travail. Elle a été le déclencheur de France Relance, 100 milliards d'euros pour l'environnement, pour l'égalité des chances, pour nos territoires, 100 milliards d'euros pour investir dans toutes les transitions et préparer la France à être en pointe des défis de demain. Dans les prochains mois, nous poursuivrons évidemment ce travail, nous continuerons à répondre présent. Plusieurs réformes majeures nous attendent et au fond, ce matin, lors du séminaire, nous les avons résumées pour ce qui est des prochains mois en 4 grandes priorités. La première, c'est évidemment le travail et notre productivité avec le plan de relance, avec les mesures d'accompagnement vers l'emploi qui se déploient. C'est évidemment la question du régalien, avec le Beauvau de la sécurité que le ministre de l'Intérieur engagera pour continuer à soutenir davantage nos forces de sécurité, avec le projet de loi confortant les principes républicains pour lutter contre l'islamisme politique dans notre pays. La question, la priorité de l'écologie, avec le projet de loi sur la Convention citoyenne pour le climat, qui sera présenté dans les prochaines semaines, et avec la question de l'égalité des chances, puisque des mesures importantes seront présentées là aussi dans les prochaines semaines à la demande du président de la République sur ce sujet. Ce sont des actes forts qui doivent permettre à la République de se défendre, à la planète d'être défendue. Dans les prochains mois, nous continuerons à soutenir sans relâche les secteurs touchés par la crise et le plan de relance va se déployer toujours plus fortement. Il permettra non seulement à notre économie de repartir plus vite et plus fort, mais aussi de se transformer, de devenir plus verte, de se porter vers les secteurs les plus stratégiques pour notre avenir et pour l'avenir de notre pays. Notre ambition réformatrice continuera elle aussi. Nous ne renoncerons jamais à protéger les Français et à leur permettre de prendre leur destin en main. Le président de la République et le Premier ministre ont également tenu à rappeler ce qui doit être la méthode de notre action. Toutes nos réformes sont faites pour les Français, pour changer leur quotidien, et ils doivent donc en voir très concrètement les bénéfices dans leur quotidien. Nous devons aux Français d'être un gouvernement du concret, du tangible, des résultats. La période l'exige et nous serons au rendez-vous sur ce point. Ensuite, le président et le Premier ministre ont rappelé que notre action n'est forte et cohérente que lorsqu'elle est enracinée dans les territoires. Tous les Français doivent en sentir les effets, d'où qu'ils viennent et où qu'ils vivent. Et toutes nos décisions doivent être pensées et mises en place dans cet objectif de territoire avec les élus locaux, dans le dialogue et la concertation. C'est enfin l'importance du dialogue que le président et le Premier ministre ont voulu souligner. Ils ont rappelé leur volonté de placer la discussion et les échanges avec les élus, avec les partenaires sociaux, les organisations professionnelles au cœur des chantiers à venir. Nous avons besoin d'avancer de concert face à l'ensemble de ces défis, besoin d'avancer avec tous les acteurs impliqués. Je vais maintenant laisser la parole à ma collègue Amélie de Montchalin qui a présenté le baromètre des résultats qui était un des éléments très importants de ce séminaire. Et puis je reviendrai devant vous pour vous parler du Conseil des ministres et répondre à vos questions. Et évidemment, si vous avez des questions sur le baromètre des résultats, vous pourrez les poser à Amélie de Montchalin juste après son intervention. Bonjour mesdames et messieurs, merci pour le temps d'échange qui va suivre sur un élément très important qui a été rappelé à l'instant par Gabriel Attal sur ce moment politique que nous vivons, qui est un moment où nous devons aux Français à la fois de la cohérence, de la persévérance et de la transparence. Nous le voyons, le président de la République a beaucoup insisté et le Premier ministre à ses côtés dans leur présentation. Nous n'avons pas cédé pendant cette crise sanitaire à de fausses excuses, des faux prétextes. Et 2020 n'a pas été une année blanche, n'a pas été une année perdue. Les transformations, les résultats ont continué d'être à l'œuvre. Et Gabriel Attal en a rappelé un certain nombre qui ont été mis en œuvre en 2020. Nous sommes aujourd'hui, et au moment où je vous parle, le site du gouvernement est donc mis à jour avec ce baromètre des résultats. Nous sommes à un moment où démocratiquement, nous devons la transparence aux Français pour qu'ils puissent trouver près de chez eux des résultats, la suite concrète de l'action que nous menons aux côtés du président de la République depuis 2017 sur des grands chantiers que sont l'écologie, l'emploi, les enjeux familiaux, sociaux,
de transition écologique, de logement. Et nous leur devons cette transparence parce que si nous ne sommes pas aujourd'hui volontaristes dans notre capacité à les mettre en avant, eh bien la défiance, le déclinisme, cette maladie française du « on a tout essayé », au fond la France serait foutue, peut gagner les esprits. Or, le bilan, les résultats que vous allez voir sont dans l'ensemble très positifs. Les courbes sont à la hausse, les efforts ont été faits, et à l'échelle nationale, sur l'ensemble des grands chantiers que nous avons menés depuis 2017, nous pouvons très honnêtement présenter aux Français des progrès. Mais il est vrai également, et nous ne nierons jamais la réalité, et ce baromètre le montre, que quand vous regardez les résultats département par département, il y a de réelles inégalités territoriales. Les Gilets jaunes l'avaient légitimement montré, avaient aussi appelé au fond à une forme d'aide pour que l'État se reconcentre avec beaucoup de précision sur la réalité de certains territoires où certaines réformes, manifestement, ne progressent pas. Ce n'est pas la faute de tel ou tel, c'est le manque d'une action collective que nous allons donc piloter. Cet outil, je l'ai dit, c'est donc un outil de transparence, de confiance. Mais c'est aussi, et le président a beaucoup insisté sur le sujet, un outil de pilotage et d'accélération. Nous avons 18 mois d'action utile devant nous. Ce sont 18 mois pendant lesquels nous allons pouvoir, avec les administrations, avec les élus locaux, avec l'ensemble des acteurs, territoire par territoire, débloquer ce qui doit être débloqué. Faire travailler les administrations avec efficacité, tourner vers les territoires, tourner vers les résultats. Nous assurer que nous ne conformons pas à ce qu'est la photo que nous livrons aujourd'hui, mais que nous accélérons pour que tous les Français, dans tous les territoires, sur tous les enjeux politiques, voient les choses changer. Le président l'a toujours dit, nous allons transformer le pays, nous vous en rendrons compte et nous n'oublierons personne. C'est pourquoi nous présenterons les choses. En termes de méthode, je commencerai vendredi, dans les Ardennes, un tour de France des résultats pour mettre dans chaque département, autour de la table, tous les acteurs de l'action publique, les élus locaux, les parlementaires, les acteurs de la société civile, les entreprises, les associations, pour que nous fassions le diagnostic très précis de ce qui ne marche pas assez bien sûr valoriser également ce qui a bien progressé, mais nous assurer que nous ne laissons personne au bout du chemin et aucun territoire oublié, aucun Français oublié. J'insiste sur cette action collective, nous pouvons agir, nous devons agir avec tous, et le message du président était que les ministres, les administrations, les acteurs territoriaux, bref, l'ensemble du système de l'État devait se focaliser dans les prochains mois sur l'exécution, comme on dit, du dernier kilomètre de toutes nos réformes. C'est en soi une réforme que de porter tous ces chantiers à leur terme. Je suis ravie donc de répondre à vos questions sur ces données qui sont bien sûr toutes en open data, consultables par tous les Français, par vous-même, sur le site du gouvernement et sur data.gouv.fr. Bonjour, Simon Le Baron de France Inter. Quelle est la plus grande réussite du gouvernement selon vous sur ces 3 premières années du quinquennat et quel est le plus grand échec? Alors, je dirais qu'il y a des réformes qui ont plus avancé que les autres. Vous avez vu d'ailleurs, quand nous avons dédoublé les classes en zone prioritaire, elles sont toutes dédoublées aujourd'hui. Sur l'apprentissage, vous avez également une accélération très forte, y compris dans les derniers mois. Parfois, les chiffres ne sont pas encore enregistrés, mais vous le savez, la dynamique est très forte. Ensuite, il y a des réformes. Le sujet n'est pas tant la moyenne nationale, mais que les inégalités territoriales. Certaines réformes, je pense par exemple au déploiement de la fibre, en moyenne, 50% des Français sont raccordés, mais vous avez des écarts très forts entre certains départements qui sont à 9 ou 10% des Français de ce département qui sont raccordés et des départements qui sont à plus de 90%. Donc le sujet est moins de savoir si certaines réformes sont des succès ou des échecs, mais bien de s'interroger sur le fait de savoir pourquoi et comment nous devons non seulement diagnostiquer, mais surtout résorber ces écarts pour que aucun Français ne se voit répondre qu'il a tort de révéler une vérité de son quotidien, là où il vit, que telle ou telle réforme n'est pas aujourd'hui complètement appliquée. Je poursuis. Ces inégalités territoriales que vous relevez, est-ce que le temps qu'il vous reste vous permettra de les résorber? Moi, je suis absolument confiante sur le fait qu'à partir du moment où on est capable de prioriser nos moyens, notre attention, notre soutien politique sur les 10 ou 15 départements par réforme où les choses ont moins avancé, je suis tout à fait confiante que nous avons le temps, largement le temps, de faire démarrer parfois des réformes qui n'ont pas vraiment commencé à être déployées dans certains territoires et à mettre autour de la table tous les acteurs. Ce qui est intéressant dans ces 25 chantiers, c'est qu'ils sont tous d'intérêt général. Aucun de ces chantiers n'est contesté aujourd'hui par aucun acteur local, aucun acteur de l'opposition. C'est dans l'intérêt de tout le pays, de tous les Français et de tous les décideurs qu'ils avancent.
Et donc notre engagement, c'est que toute l'administration, des ministères jusqu'à tous les services déconcentrés de l'État, a, par le fait de cette publication de résultats, aujourd'hui les outils de prioriser son action, non pas seulement dans la valorisation de ce qui progresse, et bien sûr nous allons le faire, mais aussi dans le soutien de tous ceux qui manifestement n'ont pas trouvé aujourd'hui la bonne dynamique, la bonne coopération, la bonne mécanique pour que les Français de tous les territoires voient les bénéfices de toutes nos politiques. Donc on a tout à fait le temps, et vous regarderez et vous pourrez voir aussi que beaucoup de ces réformes, la progression, parce qu'on met des graphiques aussi dans le temps, c'est faite parfois dans les 6, 9 ou 12 derniers mois. Et donc dans une année qui a été vue par certains comme une année blanche, et ce n'est pas le cas. Et donc si vous voyez la progression qu'on a pu avoir en 12 mois, tout à fait confiante de la progression qu'on peut encore avoir dans les 18 prochains mois sur l'ensemble des réformes. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Si tel n'est pas le cas, je vous invite à donc consulter cette page et je laisse donc Gabriel poursuivre avec le travail qui a également été le nôtre pendant le Conseil des ministres. Merci beaucoup. Merci Amélie. Merci beaucoup Amélie de Montchalin pour cette présentation. Je vais maintenant vous présenter brièvement les textes examinés lors du Conseil des ministres ce matin. Nous avons examiné 8 textes. La plupart des projets de loi ratifient des ordonnances que j'avais déjà eu l'occasion de vous présenter dans des précédents comptes rendus, et donc je vais passer très brièvement dessus. Ce sont des projets de loi qui ratifient ces ordonnances. Un premier texte relatif au régulateur des redevances aéroportuaires pour adapter notre droit à la baisse du trafic aérien lié à la crise sanitaire. Un autre texte qui définit les modalités de création de la collectivité européenne d'Alsace. En matière de travail, nous avons examiné un projet de loi ratifiant les ordonnances qui permettent le maintien de l'activité partielle ainsi que les ajustements de notre droit du travail en matière de prêt de main-d'œuvre et de congés payés face